S'il vous plaît, les conseillers qui n'auraient pas encore mis leur place, de vouloir le faire. Et je demandais à ce qu'on ajoute des chaises par là-bas, pour ceux qui sont encore là. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Les premiers mots avant de commencer seront pour saluer les conseillers municipaux enfants qui sont présents et qui viennent assister à notre conférence. J'espère que ça sera un exemple de démocratie vivante, à la fois sur la forme du travail de l'Assemblée, mais également sur le fond, avec des sujets qui peuvent vous intéresser. Vous ne pourrez pas rester jusqu'au bout, je le sais, parce qu'il est important aussi de surveiller l'heure et de rentrer une heure raisonnable. Néanmoins, j'espère que vous pourrez assister à une partie, et en tout cas, il y a des sujets qui vous concernent. Et je salue aussi les associations présentes, on en reparlera tout à l'heure, mais ça me fait plaisir de vous voir ici présents ce soir. Alors, avant de commencer la séance, on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est les pouvoirs. J'ai le pouvoir de Patrick Planck pour Gilles Breton, de Daniel Viala pour Daniel Lamar. Je voudrais aussi excuser Bénédicte Allier-Coll qui donne son pouvoir à Marie-Christine Carnet. Et j'en profite pour vous dire qu'elle, ce soir, a travaillé pour la ville. Elle représente en ce moment même la Castille et la ville de Lyoncourt à la remise des prix architecture, urbanisme et des paysages du CNE 78. Et c'est le pôle, la batterie, que vous connaissez tous, j'espère, qui a été lauréat du prix Vivre le mieux, décerné par le Conseil d'architecture et d'urbanisme. Je crois que c'est une belle chose, une belle récompense, et on pourra à son retour saluer Bénédicte qui reviendra avec le trophée. Le pouvoir de Bernard Tavary pour Virginie Véron, qui est présente. Émilie Germain Védrenne. Alors là, je voudrais l'excuser et lui souhaiter en même temps un bon rétablissement puisqu'elle s'est cassé le pied. Donc elle donne le pouvoir à Malika Rebouget. C'est bien. Et tu transmettras notre souhait de rétablissement. Daniel Machassic pour Florence Leca, présente. Richard Mézières est en déplacement professionnel, comme c'est pour la grande entreprise, vous savez, qu'un losange. On va l'excuser, lui demander de faire le travail pour la dynamique économique du territoire. Et donc Richard Mézières donne son pouvoir à Marie-Claude Riocouvreux, Juliette Sminter à Olivier Paréja qui est présent. Raphaël, le fait de nous rejoindre aussi en attendant de arriver. Enfin, il devra arriver très prochainement, donc en attendant, Max Fumier, tu as son pouvoir et tu ne verras pas de lui rendre dès qu'il arrive. Zora Daïra a tous à rejoindre dès qu'il n'y a plus besoin. Nicole Coubert, le pouvoir à Christine Chauvineau. Là, Sadovich, il est tout près, il est en train de se garer. Il est arrivé. Tu vois, j'ai un petit décalage avec la réalité, c'est pas bien grave. En tout cas, tu as réussi à nous rejoindre, c'est formidable, il y a que le pouvoir. Et Danislas Skoura donne pouvoir à Laurence Trochu, ici présente. Voilà. On doit également désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Christine Chauvineau. C'est en seconde main. On doit également faire l'approbation de la séance du 19 novembre 2014. Vous avez tous eu, maintenant c'est de manière dématérialisée, mais le principal c'est d'avoir le contenu. Vous avez tous eu le compte rendu. Sur ce compte rendu, il y a des questions. Séance du 19 novembre. C'est le 7 décembre, excusez-moi. Novembre, on a fait le compte rendu en décembre.
décembre, ou c'est celle de décembre. Le compte rendu de décembre, avec le vote du budget, précisément. S'il n'y a pas de remarques, il est adopté. Pour les déclarations, toujours le même principe, hein, je vais prendre les déclarations dans l'ordre du jour, voire en dehors de l'ordre du jour. Et j'en profite également pour dire que j'ai reçu, j'ai été destinataire de questions orales. Ceux qui connaissent le règlement intérieur savent qu'on peut faire des questions orales multiples et qu'elles peuvent être traitées. Donc je propose de les traiter à la fin de l'ordre du jour. Donc je vais prendre les déclarations en dehors de l'ordre du jour également et on aura cette question orale en fin de conseil. Déjà pour commencer, dans l'ordre du jour, avez-vous des déclarations? Madame Trochu, sur quel sujet? Sur le sujet de la subvention dans le cadre du téléphone. D'accord. Alors, on est à l'ordre du jour. Je prends à ce moment-là. Y a-t-il d'autres déclarations? S'il n'y en a pas, en dehors de l'ordre du jour. Gilles Breton, sur quel sujet? Sur le contrat de développement territorial. Très bien. Donc, ça sera en fin de conseil. Voilà, je n'ai pas de communication. Je vous propose donc de commencer. On me rappelle que vous avez sur vos bureaux la liste des décisions, comme à chaque conseil. Voilà. On va donc commencer par le secteur sport, et puisque Patrick Cobb n'est pas là, c'est pas Patrick qui me permet de nous rejoindre. Culture, pardon, culture. En culture et après en sport, ça sera. Alors, en culture, pardon. Peut-être juste un tout petit mot. Hein, évidemment, tu vas faire la présentation. Simplement rappeler pour les associations présentes que tout à l'heure, quand on fera le point sur vie associative et la remise de chèques, on fera une suspension de séance symbolique pour permettre cette remise avec les associations présentes. Simplement pour donner cette information-là, je te laisse la parole. Donc effectivement, je remplace bien volontiers ma collègue qui est partie se voir remettre le trophée. Donc c'est donc une autorisation de nous donner au maire de solliciter des subventions pour l'année 2015 auprès du Conseil général des îles dans le cadre. C'est quelle sorte d'oiseau? Ce que je vous propose, c'est de faire comme à la ferme de Béléba. Je devrais dire comme le directeur, couper les portables avant le début de la séance. Merci. Donc, des demandes de subventions pour nos équipements et services culturels municipaux demandées au Conseil général des îles. Donc, déjà depuis plusieurs années, la ville de Clémenceau sollicite auprès du Conseil général des îles des subventions annuelles qui servent pour l'école de musique, le théâtre, la ferme de Béléba, la batterie, la salle d'exposition des archives. Et ce sont des subventions qui interviennent tant en fonctionnement qu'en investissement, entre autres d'achat d'instruments de musique, de matériel technique pour la batterie, ou de projets en résidence, ou pour d'achat d'instruments pour les élèves et la classe en quête du collège de Sourds. Voilà. Donc il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer afin d'autoriser le maire à solliciter auprès du Conseil général des îles des subventions pour l'année 2015 pour les équipements et les services culturels municipaux. Alors, je dis pour les jeunes présents, en général, le fait de demander des subventions, on a en général une unanimité. On va voir si tout le monde est d'accord pour obtenir des sous pour ces bonnes raisons. Donc, y a-t-il des questions auparavant? S'il n'y en a pas, je propose que nous constations l'unanimité, un petit peu d'exercice qui est pour. N'oubliez pas les pouvoirs et, comme rappel de fait nous a rejoint, l'explication de pouvoir maintenant. Merci. Donc, deuxième point, c'est l'autorisation également, Marie-Christine. Alors, c'est également des subventions aussi pour nos équipements et services culturels municipaux, mais dans le cadre de la région Île-de-France. Donc, c'est des subventions que l'on sollicite dans le cadre de la convention de permanence artistique et culturelle, qu'on appelle le PAC, qui permet de soutenir, alors ces projets permettent de soutenir le projet culturel et de solliciter des rencontres entre la population et puis les œuvres. Donc, on sollicite ces subventions auprès de la région Île-de-France pour la ferme de Béléba pour un partenariat sur les 3 saisons prochaines. Ça va jusqu'en 2018, de 2015 à 2018 pour les 3 prochaines saisons. Mais également aussi pour la batterie pour musique, puisqu'on a la possibilité de solliciter auprès de la région des aides à la résidence pour les musiques actuelles et des aides au projet pour les musiques actuelles identifiées.
Et puis, dans la mesure où toutes ces aides et ces appels à projets pour la région Île-de-France sont multiples, nous pouvons aussi solliciter pour l'ensemble de nos équipements et services culturels des aides de fonctionnement, et investissement, comme tout à l'heure pour le conseil régional, le conseil général, pour la ferme du Véluba, le théâtre de Guyancourt, la patrie pour la musique, le service d'action culturelle et le service archives et patrimoine. Merci Marie-Christine. Alors vous vous souvenez que lors du conseil de décembre, justement au moment du vote du budget, on a indiqué qu'il était extrêmement important pour assurer les bonnes finances et assurer également les projets, de rechercher un maximum de subventions. C'est ce que nous allons faire grâce à cette libération. Côté département, on l'a fait. Côté région, on peut le faire également. Y a-t-il des remarques? Alors s'il n'y en a pas, une commission, on va passer au vote qui est pour. Merci. Alors, merci Marie-Christine, on retrouvera tout à l'heure. Et c'est dans le secteur vie associative donc, que nous allons recevoir le fonds de subvention, la recette de la soirée pour le Téléthon. Je vais donc pour la vie associative demander à Gilles Breton de venir avec Ali. Alors, Gilles viendra tout à l'heure. Ali va venir pour la présentation. Mais Gilles, tu restes tout près parce que quand on fera la suspension de séance, j'aurai besoin de toi aussi. Ali. Bonjour. Alors, c'est dans le cadre de l'organisation du Téléthon par l'association G2MG, avec l'appui de la ville du tissu associatif local, plusieurs manifestations ont eu lieu, dont une qui a été organisée. On rappelle que le Téléthon a été organisé le 5, le 6 et le 7 décembre. Il y a eu le concert gospel qui a eu lieu le 5 décembre à la maison quartier Théodore Nomo, en hommage à Nelson Mandela. Dans ce cadre-là, l'association avec le groupe Black Harmony Gospel Singers, cette manifestation a permis de récolter la somme de 382,50 €. Et la ville a donc décidé de reverser sous forme de subvention la recette de cette soirée gospel à l'association G2MG qui organise, comme je le citais tout à l'heure, le Téléthon à Guyancourt. Et donc l'objectif est bien évidemment de collecter des dons pour l'ARN, Association française contre la médiatique pour les maladies. Voilà. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer afin d'approuver le versement d'une subvention de 382,50 € à l'association G2MG. Merci. Je vais tout d'abord prendre les questions. Après, je donne un petit peu le déroulement. Après, on passera au vote pour qu'il soit effectif. Vous direz si la déclaration vous voulez la faire avant ou après le vote. Et c'est seulement après, de toute façon, que je ferai une suspension de séance pour l'ensemble du versement qui sera fait tout à l'heure, sous la forme d'un chèque symbolique, bien sûr. Donc, pour commencer, y a-t-il des questions? D'accord, s'il n'y en a pas, on va commencer par voter, ou vous préférez faire la déclaration maintenant? Allez-y. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, merci de nous donner la parole pour intervenir sur ce point présenté à l'ordre du jour. Il est important de bien souligner que grâce au Téléthon, la vie quotidienne des malades et de leurs familles est considérablement améliorée. La FM Téléthon a réussi depuis des années à susciter un élan de générosité hors du commun et notre ville de Guyancourt peut être fière d'avoir su mobiliser son tissu associatif pour cette cause. Ainsi, grâce à l'énergie et la mobilisation, les recettes perçues permettent d'améliorer la qualité de vie des malades neuromusculaires, de créer des produits innovants pour le confort des patients et de mettre en place des lieux de vie pour les personnes handicapées. Toutefois, M. Scura, auteur de cette déclaration à laquelle je m'associe, précise que le grand public ne connaît pas toujours certains points qui permettent de fonder une vision plus objective de ce qu'est le Téléthon. Cette déclaration n'a pas pour objectif de créer une quelconque polémique ou de dénigrer le travail formidable des associations et des services de la ville qui chaque année œuvrent pour le Téléthon. Nous souhaitons ici ouvrir une discussion et mettre le doigt sur un point peu connu du grand public, pour lequel le Téléthon est une grande opération médiatique qui touche la France entière le temps d'un week-end, afin de sensibiliser la population et récolter des dons pour une maladie génétique rare. Ainsi, pour être tout à fait complet, il est important de préciser que la FM Téléthon finance aussi des programmes de recherche qui posent des problèmes d'ordre éthique. Grâce aux recherches financées par le Téléthon, on progresse, certes, dans le diagnostic de la thérapie génique, mais pas pour guérir.
Ainsi, faute de pouvoir guérir la maladie, on va chercher à la découvrir en amont, avant qu'elle ne se manifeste. Par conséquent, une partie des dons récoltés par le Téléthon finance des recherches sur l'embryon humain par des pratiques qui conduisent à détruire ces embryons. L'AFM Téléthon travaille aussi à détecter des pathologies au premier stade de développement embryonnaire de l'être humain, à éliminer ceux qui sont atteints et à ne faire naître que des enfants non porteurs. Cette technique, nous dit Jacques Testard, éminent chercheur français, directeur de l'INSERM et père biologique du premier bébé éprouvette, permet une mainmise absolue sur l'homme et sur une certaine définition de l'homme. Cette sélection selon les gènes pose un problème éthique qui renvoie à des pratiques eugénistes. Les bébés du Téléthon qu'on nous présente en pleine santé sur les plateaux de télévision ne sont pas des bébés guéris, mais sont issus d'un tri embryonnaire. Celui-ci a permis de sélectionner ceux qui n'étaient pas porteurs de la maladie et de supprimer les autres. Pour le dire encore plus clairement, pour supprimer la maladie, on a supprimé les malades. Ainsi, plutôt que de soutenir la sélection et la recherche embryonnaire, il semble préférable d'encourager les chercheurs à orienter leurs recherches exclusivement vers la guérison et à fonder leurs travaux à partir de cellules souches non embryonnaires. Le professeur japonais Yamanaka, qui est prix Nobel de médecine en 2012 pour ses découvertes sur la reprogrammation des gènes, a ouvert cette voie innovante qui permet de travailler à partir des cellules souches adultes. Pour autant, l'AFM Téléthon persiste à recourir aux cellules souches embryonnaires, alors même que certains de ces travaux n'offrent aucune perspective thérapeutique sérieuse et restent des pistes hypothétiques. Jacques Testard a lui-même souligné que la thérapie génique n'est pas efficace et qu'elle est très coûteuse. Bien sûr, des firmes ont investi beaucoup d'argent dans les recherches embryonnaires. L'AFM Téléthon a même créé un laboratoire en lien avec l'industrie pharmaceutique Roche. Les revenus de ce laboratoire du Téléthon sont estimés à 23,5 millions d'euros en 2009. Le Téléthon sert aussi à financer des publications scientifiques et la prise de brevets par des entreprises. Son succès est construit sur des promesses réitérées de guérison avec le soutien de personnalités médiatiques. Les laboratoires de recherche en France poussent aussi les chercheurs à focaliser leurs études sur ces sujets porteurs financièrement. De nombreux étudiants, thésards, postdoctorants et chercheurs vivent grâce au financement de l'AFM à la seule condition d'effectuer des recherches sur la thérapie génique et de ne pas contribuer à la lutte contre d'autres pathologies comme la trisomie 21. Selon le professeur Testard, lorsque des sommes aussi importantes sont recueillies et induisent de telles conséquences, leur usage mériterait d'être décidé par un conseil scientifique et social qui ne soit pas inféodé à l'organisme qui les collecte. Alors, pour toutes ces raisons, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous demandons que la ville de Guyancourt, qui soutient l'AFM Téléthon en favorisant l'organisation d'événements de grande qualité, étudie avec l'association G2MG qu'elle souhaite subventionner une manière d'affecter les recettes perçues dans le cadre du Téléthon pour des activités exclusivement liées à l'amélioration des conditions de vie des malades et pour le confort des patients. Nous proposons donc une solution concrète à mettre en œuvre en vue de la prochaine édition du Téléthon. C'est la suivante, que l'association G2MG demande à l'AFM Téléthon un fléchage des dons qui garantisse la transparence de l'utilisation de l'argent récolté. Pour finir, je dirais que comme chacun des élus ici présents, nous nous efforçons, là où nous sommes, d'agir en faveur d'un monde meilleur, où chacun puisse s'épanouir pleinement. Nous sommes réellement admiratifs du travail effectué à Guyancourt par les associations autour de l'événement du Téléthon. Veillons seulement à ce que nos décisions, motivées par un souci de solidarité qui nous est cher, ne cautionnent pas les recherches d'apprentis sorciers. Je vous remercie. Je tiens à préciser que, évidemment, cette déclaration n'engage que ceux qui l'ont exprimée, c'est-à-dire les élus de l'opposition municipale. Et puisque à la fin de la déclaration, on demande à la commune de se prononcer, enfin à la municipalité de se prononcer pour les prochaines éditions, je vais vous donner tout de suite la réponse de la municipalité. Et je pense que les associations ont besoin de m'entendre. D'abord, on dira tout à l'heure, ce travail de mobilisation humaine est excessivement important. Et outre cette grande manifestation, parce qu'il y a aussi tout ce qui est préparation, tout ce qui est lien social, tout ce qui est mobilisation humaine, des gens qui donnent de leur énergie et de leur temps. Au-delà de ça, il y a une volonté, c'est effectivement les recherches de financement. Alors je donne ma réponse. Les financements doivent aller et à l'amélioration des conditions de vie des personnes malades et à la recherche. J'ai
vie et à l'amélioration, et à la recherche pour essayer de donner des perspectives et de l'espoir. Qualifier d'eugéniste ou d'apprenti sorcier, ceux qui font de la recherche ne peut engager que vous. Je ne dirai rien d'autre. Pour le reste, je serai toujours du côté de ceux qui préfèrent que les choses s'expriment. Je suis très très content que vous ayez éclairé publiquement sur votre position. Je vous propose maintenant... Ah oui, il y a un décès notaré. Moi, je dois dire qu'en tant qu'élu, en tant que mère de famille, je suis sidérée, catastrophée. Et je pense aussi que les parents qui ont été à l'origine, effectivement, de la FM doivent aussi être scotchés de votre intervention, madame. Alors, normalement, après la déclaration, mais comme il y a plus de parole, si vous voulez intervenir, allez-y. Merci. Surtout en plus, c'est intéressant qu'on vous écoute. Quand je parle de fléchage des dons, c'est pour permettre à chaque donateur de participer au Téléthon selon le choix qui est le sien. Ce n'est pas pour empêcher les autres de financer et la recherche et l'amélioration des patients, de vie des patients. Nous avons bien compris que vous ne vouliez pas empêcher ceux que vous qualifiez d'eugénistes ou d'apprentis sorciers. Donc, il y a... sur le même sujet? Oui, parce que on vote après. Non, c'était juste pour avoir une précision, parce qu'au début, j'ai vu que le texte avait été fait par M. Scura et vous-même, et je voulais savoir si Mme Cavlan, M. Caria et M. Chancelier partageaient ce qui venait d'être lu. Je n'ai pas compris si c'était une position du groupe ou une position que de deux personnes. La déclaration a été rédigée par M. Scura et moi-même. Vous souhaitez vous exprimer, Mme Cavlan? Vous ne souhaitez pas, je comprends. Monsieur le chancelier, écoutez, on va passer au vote. Pas d'autres demandes? Philippe Rambaud. Ouais, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas interdit de décider pour les gens de la destination des dons qu'ils font. C'est tout. Merci Philippe de cette précision. J'en profite pour dire que la ville s'est toujours positionnée, et nos amis pourront le dire tout à l'heure, en tout cas, les Guyancourtois le savent, c'est ça l'essentiel, on s'est toujours positionné en accompagnement de la vie associative et en accompagnement de ce projet. Je veux dire par là qu'on n'a jamais considéré que c'était à la ville de faire le Téléthon, mais que c'était plutôt à la ville d'écouter, d'accompagner et d'être dans ce mouvement de solidarité qui était le Téléthon et qui d'ailleurs est organisé par la vie associative. Et je pense que nos amis nous expliqueront dans un instant de quelle manière. Parce que finalement, il y a l'association, mais il n'y a pas que l'association en question, il y a toutes les associations qui participent à cette dynamique. Je vous propose, avant qu'on fasse la suspension de séance, de passer au vote. Donc là, c'est le vote, on est d'accord, hein, c'est le vote pour les 382,50 €. Et après, la remise de chèque sera évidemment la remise du chèque de 8 147,15 € correspondant à l'ensemble des dons récoltés. Voilà. Donc, qui est pour? On entend. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Merci. On a la réponse que vous voulez. Très bien. En tout cas, je vous remercie. On va noter au compte rendu. En même temps, j'ai vu une évolution, puisqu'il me semble bien, et vous me direz si je me trompe, je crois qu'au vote du budget 2014, l'ensemble des élus de votre groupe ont voté contre toutes ces subventions aux associations. Donc moi, j'y vois une évolution. Je propose de faire une interruption de séance. Alors là, je vais demander évidemment à Alice de venir avec moi, mais aussi à Gilles Breton de venir nous rejoindre. Et puis j'appelle des responsables Guyancourtois qui viennent avec leurs belles écharpes. Je les applaudis. Le mieux, puisque les élus se sont exprimés, là il y a une interruption de séance, ça nous permet, hein, c'est la forme, mais c'est comme ça, je le dis pour les jeunes, ça nous permet, ce qu'on ne fait pas normalement dans un conseil municipal, de donner la parole à des personnes qui ne sont pas élues.
donc en interruption de séance. On va avoir ce petit moment forcément symbolique, et après, si vous voulez bien, on reprendra la séance. Mais comme nous nous sommes exprimés, et j'ai tenu tout à l'heure à remercier également les associations qui participent à cette dynamique collective, le mieux maintenant, c'est que je donne la parole. Lequel veut prendre la parole? C'est le maire. Merci, Monsieur le maire, de nous donner la parole devant cette assemblée, que je remercie chaleureusement. Juste un petit mot, je suis assez choqué d'avoir entendu des propos comme j'ai entendu ce soir. J'ai à disposition les comptes de l'AFM, donc vous pouvez les consulter comme vous voulez. Et il n'y a rien d'ambigu, l'import des comptes passe la semaine prochaine chez nous, et ça fait la 3e fois, et je crois qu'on peut être fier du travail que l'ensemble des associations ramènent, de tout ce qui est récolté, aussi bien pour la recherche, pour l'aide aux familles, comme disait M. le maire. Donc je suis assez choqué quand même de ce propos-là. Alors, tu viens avec moi, Gilles, on va remettre. On remet le chèque, donc le montant est de 8 147,15 € et toutes nos félicitations pour cette édition 2014. On se retrouve en 2015. Je vais quand même en profiter pour remercier l'ensemble des associations, l'ensemble des Guyon-Courtois, et puis bien sûr la municipalité qui est bien sûr soutienne depuis X années les Téléthons, et encore merci Evelyne de tout ce que tu peux apporter avec toute ton équipe. Merci Ali pour la prolongation. Donc maintenant, il faut que je rouvre la séance. Je le dis officiellement, sinon les points ne seront pas valables. La séance est rouverte et nous passions au sport avec Florence Leclerc. Alors, ça concerne le remboursement de frais de déplacement en faveur de l'association sportive. Les contrats d'objectifs signés avec les associations sportives prévoient une aide financière aux frais de déplacement et aux frais de formation occasionnés pour la participation à des compétitions. Donc, concernant les frais de déplacement, le conseil municipal a fixé les modalités de calcul de ces aides. Et le cadre référentiel sur 2013, car ça va être un remboursement 2013, était le suivant. Pour les déplacements, 0,14 € par kilomètre, avec une voiture pour 4 personnes. Hébergement, une chambre pour 2 personnes. Sur un forfait de 17,29 € multiplié par le nombre de nuits. Pour la restauration, un forfait de 11,53 € par jour et par personne multiplié par le nombre de jours. Et une prise en charge de un accompagnateur ou un entraîneur pour 1 à 8 compétiteurs. Sachant que dans le cas d'une association aidée par la communauté de l'agglomération de Saint-Quentin, la prise en charge des frais de déplacement est fixée à 50% du calcul ci-dessous. Donc l'association ESG Gymnastique sollicite une aide financière de la ville pour sa participation à différentes compétitions nationales pour 2013. Il est proposé donc les remboursements suivants. Pour les finales par équipe critérium et fédéral gymnastique artistique féminine à Albi du 31 mai au 2 juin 2013, la somme de 192,08 € pour le déplacement, 259,35 € pour l'hébergement, 311,31 € pour la restauration, soit un total de 762,74 € pour cette compétition. On a aussi 3 compétitions en tout. On a aussi la demi-finale championnat de France trampoline à Amneville du 5 au 7 avril 2013. Donc, déplacement, hébergement, restauration pour un total de 260,52 €. Et la Coupe nationale de trampoline à Toulon du 18 au 20 mai 2013 pour un total de 317,86 €. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer afin d'approuver le versement au titre des frais de déplacement
versement de 1341,12 € en faveur de l'association ESG Gymnastique. Merci Florence. Vous avez la présentation du cadre référentiel, des montants. Avez-vous des questions? Tout ça a été déjà vu. Ce n'est pas la première fois qu'on passe les aides. Pas une question, mais juste une remarque. Ça démontre une nouvelle fois comment on soutient, enfin, quand je dis nous, c'est bien les élus de la majorité, des associations, puisqu'encore une fois, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais l'opposition a voté contre les subventions aux associations lors du Conseil. Donc c'est pas ça démontre qu'on soutient activement les associations, puisque ce n'est pas uniquement une aide financière. Il faut se rappeler qu'on a aussi des prêts de salle gratuits aux associations. On a effectivement ces aides pour la formation. On a aussi toute une organisation pour venir en aide aux associations au travers de l'association Passeport Profession Sport, qui permet à la fois de les aider à gérer leurs salariés, puisque on rappelle quand même que les associations ont des salariés, mais aussi ce qui nous permet de faire de la formation. Et puis on a aussi quelque chose qui est important aussi, c'est le prêt de matériel, puisque quand une association, quelle qu'elle soit, a besoin d'organiser une compétition, même une assemblée générale, on leur prête aussi du matériel sono, divers et variés. Voilà, donc ça je tenais à le souligner parce que c'est quand même important et c'est quand même les associations qui font la dynamique du territoire et de la ville. Voilà. La richesse de Guyancourt provient de la richesse des associations. D'autres remarques, questions? Ali? Oui, je voulais juste abonder dans le sens de Gilles en disant en effet qu'on connaît à Guyancourt une dynamique importante du tissu associatif local. J'en veux pour preuve, c'est qu'on reçoit à peu près des nouvelles demandes, des nouvelles associations qui sont créées très régulièrement. Et ce dynamisme et ce rayonnement en fait, au niveau des associations fait que d'ailleurs on reçoit beaucoup de demandes, y compris d'associations qui sont censées normalement avoir un rayonnement sur l'ensemble du territoire de la Casquite. Et assez souvent, c'est vers nous que sont orientées les demandes pour tout ce qui est organisation, parce que justement, ils savent qu'à Guyancourt, les associations sont bien accueillies et qu'il y a des locaux pour organiser des rencontres avec leurs adhérents et envers toute la population de Guyancourt. Voilà. Et enfin, rappeler juste une dernière chose, puisque Gilles a parlé de profession sport et des locaux qui sont mis à disposition. Il y a aussi le passeport loisirs qui est aussi à destination des jeunes qui pratiquent, et c'est une manière aussi de les aider afin qu'ils puissent pratiquer des sports, des activités de loisirs au sein d'associations sur la ville. Voilà. Merci. Pour illustrer, on pourrait presque prendre un seul exemple. C'est ce week-end sportif, celui qui vient de s'écouler avec Guyancourt. Florence. Alors, ce week-end, on a eu samedi et dimanche une grosse compétition des archers de Guyancourt au gymnase Baquet. Samedi et dimanche, une grosse compétition du club de judo aux droits de l'homme. Et dimanche matin, une grosse compétition du club de triathlon, un relais bike. Voilà, vous avez compris, c'est une grande natation. Et c'était aux étangs d'Aliguerre. Allez. Une dernière, juste pour rajouter là-dessus, on pourrait aussi dire l'association Fun pour tous, qui elle aussi est une association qui vient en aide aux enfants qui ont un handicap mental. Bien souvent on pense à l'handicap physique parce que lui il est visible, mais par contre l'handicap mental, tout le monde est d'accord pour dire qu'en effet c'est quelque chose de grave, il faut vraiment aider, mais dès lors qu'il s'agit de dire il faudrait véritablement passer aux actes, la ville de Guyancourt est passée aux actes en mettant à disposition de cette association qui fait un travail remarquable et reconnu de tous, en mettant donc des locaux, plus de 400 mètres carrés à disposition pour qu'on puisse accueillir dans des conditions saines et sereines ces enfants. Voilà, c'est un autre moyen, un autre exemple pour ajouter aux exemples de sport. Voilà. Et c'est vrai qu'on est heureux de les saluer samedi matin. François? Oui, ce sont les propos d'Ali qui me font écho, puisque je crois, sauf erreur de ma part, que nous fêtons aujourd'hui, jour pour jour, les 10 ans de la loi de 2005.
et que nous avons un pavillon dénommé pavillon Valdecrosso. Très bien. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, il me reste à remercier Florence. Et puis on va d'abord voter. Qui approuve? On a l'enthousiasme, on s'attend à l'unanimité, mais après il faut faire attention, il faut quand même voter. Qui approuve, n'oubliez pas vos pouvoirs, le versement, je vous rappelle le montant, 1341 €, 12. Unanimité. Merci. Merci Florence. Marie-Christine qui va revenir. Alors cette fois-ci, il y a des points en travaux, mais qui finalement touche très fortement également à un de tes domaines qui sont les finances. Puisque ce sont, là encore, des demandes de subvention, et cette fois-ci pour des raisons différentes de l'État de la carte. Donc effectivement, ces demandes de subvention auprès de la Caisse nationale d'allocation familiale, des IBI, dans le cadre du plan de rénovation des équipements d'accueil de jeunes enfants. Et donc la signature de convention d'objectifs et de financement. Donc on rappelle, toutes les communes ont la charge d'en soutenir leurs équipements. D'ailleurs, nous, à Guyancourt, à chaque fois qu'on vote le budget, il y a une somme consacrée à l'entretien de notre patrimoine. Alors, ça peut être des écoles, des gymnases, c'est tout notre patrimoine commun. Et donc, on avait sur le budget primitif 2014, effectivement, budgété la réalisation des travaux de protection et de réhabilitation dans les équipements d'accueil de la petite enfance. On a donc une convention avec la CAF pour, dans le cadre du PLRE, c'est-à-dire le plan de rénovation des équipements, demander des financements pour des travaux d'investissement et de fonctionnement pour la crèche Poulbeau à hauteur de 17 000 €, pour la crèche Lotto 48 000 € et pour la crèche Cosma de 15 840 €. Et on a 36 mois à partir effectivement de la signature de la convention qui était en 2014 pour réaliser les travaux et puis donner effectivement les factures pour que la CAF puisse nous donner une partie de subvention. Voilà. Et c'est donc dans le cadre d'un contrat d'objectif, puisque à chaque fois, pour chacun de ces trois équipements, on a un contrat d'objectif qui sera signé avec la CAF et dans le cadre de leur dispositif de PRE. Merci Marie-Christine. Alors avant de prendre les questions, j'en profite pour rappeler, puisqu'il y a la crèche Poulbeau, que la semaine dernière, nous avons eu le plaisir d'inaugurer le multi-accueil à la crèche Poulbeau, un multi-accueil qui participe des solutions de garde pour les jeunes enfants. Et on était heureux de le faire avec les familles concernées, mais aussi avec les professionnels et l'équipe de multi-accueil et de la crèche Poulbeau. Et ça nous a permis d'ailleurs de les féliciter pour leur professionnalisme, pour le service qu'elles rendent aux familles, parce que chacun sait que pour les familles, c'est un besoin très très important, la garde des enfants, puisqu'ils confient finalement ce qu'ils ont de plus précieux. Je veux juste rajouter, c'est que par rapport à ce que vient de dire M. le maire, c'est qu'on a pris des engagements vis-à-vis de la population, et c'est le deuxième engagement réalisé en peine d'un an. C'est-à-dire que déjà à l'école, donc ça, le scolaire, plus le multi-accueil. Et évidemment, comme les engagements sont pris sur 6 ans, il faudra vous habituer, parce qu'à chaque fois, on rappellera engagement pris, engagement tenu. Il faut ce qu'on fasse à chaque fois. Et puis comme ça, en toute clarté, on va voir où on en est à chaque fois. Alors, y a-t-il des questions pour revenir maintenant à la demande de subvention? Je ne doute pas que la demande de subvention recueille l'assentiment, mais y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je constate l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au point suivant. C'est la mise à jour des rues concernées par l'abonnement destiné aux entreprises. Donc en 2005, suite à la mise en place du stationnement payant dans le quartier des Chênes et le secteur de la gare de Saint-Quentin, il a été créé un abonnement spécifique pour les entreprises. Cet abonnement permet aux entreprises qui n'ont pas suffisamment de parking privé de pouvoir offrir à leurs collaborateurs des places de stationnement sur les parkings publics payants. Alors, il y a des entreprises qui sont concernées, sont domiciliées dans un nombre de rues qui est déterminé, comme la ville des Prés, la ville du Centre, voilà, tout ce qui est effectivement du secteur des Chênes. Le montant de cet abonnement s'élève à 250 € par an et par véhicule. Et les entreprises ont la possibilité d'utiliser cet abonnement, c'est-à-dire les collaborateurs, pour se stationner dans un certain nombre de rues, comme la ville des Prés, la rue Joseph Pinault, la place des Frères-Rolfière, et ainsi de suite, vous avez sur votre dossier. Donc voilà, ces deux listes doivent être mises à jour, puisqu'il a été aussi identifié que du côté, par exemple, du Trésor public, de la CAF ou de Pôle emploi, il fallait libérer des places, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas des places payantes pour les usagers, et donc elles ne soient
soit pas à l'exposition des collaborateurs d'entreprise pour faciliter justement aux habitants de pouvoir facilement accéder au trésor public ou à la carte au Pôle emploi. Voilà, donc on doit mettre les listes à jour et puis bon, il est effectivement demandé au conseil municipal d'approuver la mise à jour des lots concernés par l'abonnement spécifique entreprise. Merci pour toutes ces précisions. Donc c'est une mise à jour, un dispositif que vous connaissiez déjà. Des questions? En tout cas, merci Marie-Christine pour les explications et notamment pour ce qui concerne l'attention portée aux usagers qui ont besoin d'accéder à certains équipements. Je vous propose, s'il n'y a pas de question, de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, l'un est ainsi décidé, je vous remercie. On va changer de secteur, mais Marie-Christine, cette fois-ci, va nous parler d'une mise à jour de nature très différente, puisqu'on est dans le secteur professionnel, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, effectivement, suite à la réussite de concours ou à l'adaptation à l'évolution des besoins de service, il y a une modification du tableau des effectifs. Donc, quand il y a la réussite d'un concours, effectivement, il y a la suppression d'un poste, par exemple, en exemple, il y a la suppression d'un poste d'éducateur, mais la création d'un poste éducateur de catégorie deuxième classe. Et quand il y a aussi des besoins d'évolution de service, il y a une suppression d'un poste, mais qui est remplacé par la création d'un poste d'agent administratif. C'est blanc, hein, c'est simplement effectivement pour permettre l'adaptation des besoins de service. Donc vous avez effectivement la liste des catégories concernées, et puis il y a des modifications aussi dans les assistants enseignement artistique principal, les passages d'heures supplémentaires, de plus d'heures, de 10 heures à 14 heures, et ainsi de suite. Voilà. Et ces modifications ont été soumises au comité technique du 21 janvier 2015. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la mise à jour du tableau des effectifs, puisqu'on le fait à chaque fois au conseil municipal. Voilà, donc il s'agit d'adapter les services et le tableau doit être conforme c'est pour ça qu'on appelle cette mise à jour, aux évolutions. Les évolutions sont précisées dans la note. Y a-t-il des questions? Monsieur le chancelier, alors je précise tout de suite que vous avez vu que dans la note, évidemment on parle de poste, mais on ne parle pas de personne. C'est logique. Et au conseil, c'est pareil. Je vous écoute. Oui, merci. Je voulais, dans la note explicative de synthèse, vous annoncez la création d'un poste de DGS adjoint et une réorganisation des services. Nous aurions aimé avoir un peu plus de clarification sur ce que représente la réorganisation des services et la fonction du directeur général adjoint. Alors, je ne vais pas vous donner la fonction du directeur général adjoint, puisqu'il y en a plusieurs, et ça fait partie d'une organisation, comme vous l'avez dit, qui est une organisation plus générale. Première remarque, il est écrit création d'un poste de DGA, pas DGS, de DGA, et là, ce n'est pas une création avec un poste en plus apporté dans le budget, puisque le poste d'attaché existe déjà. Il sera simplement dans le cadre de la réorganisation pour un poste de DGA, comme c'est écrit dans la note. Bien d'accord, là, le plan budgétaire, ce n'est pas une création. Par contre, on doit l'indiquer comme création au sens où Marie-Christine l'a expliqué tout à l'heure, quand on a une évolution, on doit la marquer, ça apparaît. Donc là, comme le poste existe déjà, il n'est pas supprimé, mais il devient poste de directeur général adjoint des services, et c'est un poste existant, comme je disais, de cadre. L'organisation générale des services, là, mériterait un développement beaucoup plus long, mais simplement, la ville a déjà connu dans le temps des adaptations des services, par exemple la mise en place des directions. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de révolution, c'est simplement qu'on a adapté le contenu des directions. Il y a plusieurs directions générales adjointes. On a adapté le contenu des directions et on l'a fait de la manière suivante, en tenant compte de l'évolution des besoins de la commune. Je vais vous donner un exemple. Il y a 15 ans, par exemple, l'école des parents n'existait pas. Notre service n'était pas encore en place, d'autres étaient embryonnaires, elles sont maintenant développées. Donc il y avait des rééquilibrages à faire simplement dans la répartition entre tel et tel directeur général adjoint. Et puis, ça c'est peut-être le plus important à dire, notamment pour le public, on a tenu, et c'est normal, à ce que l'organisation soit au plus près des politiques publiques que nous développons. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, notre priorité, l'Union Courtois, ça, notre priorité à l'éducation. Nous
semblé normal que dans cette priorité à l'éducation qui est globale et qui comprend l'éducation au sens scolaire, mais aussi au sens jeunesse, et je pourrais donner d'autres exemples, on a tenu à ce que ça soit dans une même direction. Un autre exemple, c'est beaucoup développé ces dernières années, tout ce qui est en correspondance avec la citoyenneté, la démocratie locale et la citoyenneté. Et là, on a tenu à ce que l'organisation des services tienne compte de cela, parce qu'il y a 15 ans, n'existait pas les assemblées de quartier, il n'existait pas les nombreuses réunions qu'on fait avec les habitants, il n'existait pas les comités d'animation de quartier, etc., etc. Et donc, l'organisation générale, il faudrait 1 heure pour présenter l'ensemble des contenus, mais la philosophie, c'est tenir compte des évolutions, c'est le premier point, et tenir compte des politiques publiques, en lien également avec les délégations des élus, ça me semble normal, avec une volonté, une originalité, je devrais dire, à Guyancourt. Ça prend 5 minutes pour l'expliquer, c'est qu'au lieu d'avoir un directeur général adjoint qui est chargé des services supports, les services supports, c'est par exemple le finance, ressources humaines, informatique, administration générale, etc. Souvent, on peut avoir cette organisation-là. Mais nous, on estimait que c'est une organisation où chaque direction serait amenée à être cloisonnée et en relation unique avec la direction support. Alors, on a fait quelque chose d'original, c'est que dans les types de direction, chacun des DGA aura une part de l'activité support. L'un, en plus d'une politique publique, aura par exemple des finances. L'autre, en plus de sa politique publique, aura par exemple l'administration générale, etc. Je ne donne pas les noms là parce que ce n'est pas le but, et que là on est dans la création. Après, il faut mettre en place l'organisation, et les noms, c'est-à-dire qui fait quoi, dépendent évidemment du maire, et vous savez, la responsabilité du personnel, c'est le maire et le directeur général, c'est pas l'Assemblée. Donc je vous ai donné le maximum sur nos intentions, sur où on en était. Ça passe par cette délibération, mais je suis tout à fait disposé, dès que ça sera mis en place, à donner une information très très précise. D'ailleurs, on l'aura même sur le site de la ville pour que les habitants puissent le connaître. C'est encore la meilleure solution, c'est que chacun puisse connaître le nouvel organigramme. Mais on le fera quand il sera stabilisé. Ça passe par la décision comme celle de ce soir. Vous avez répondu? D'autres remarques? J'en profite pour rappeler, ça je le dis pour le public, dans le budget 2015 qui a déjà été voté, les seules prises en compte de postes nouveaux correspondent au multi-accueil. C'est un engagement, on l'a fait, aucun autre poste. Le reste, c'est un moyen constant. Je tiens à le redire, je suis désolé, j'insiste un petit peu, pour ne pas dire plus tard le contraire. Voilà. Je vous propose donc de... Alors si, précisons aussi, mais on a dit que c'est passé en comité technique. Alors on disait avant comité technique paritaire, une loi fait qu'on appelle maintenant le comité technique. C'est voté donc par 2 collèges, le collège des représentants du personnel et le collège des représentants de la collectivité. Là, en l'occurrence, les deux ont voté à l'unanimité, d'ailleurs, le tableau qui vous est proposé. C'est pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui n'est pas de pouvoir? Unanimité, je vous remercie. Merci Marie-Christine. Merci. Alors, on est en administration générale. Alors, puisqu'on va démarrer un nouveau point juste avant, j'en profite pour souhaiter une bonne soirée à nos jeunes conseillers municipaux enfants. J'espère que ça aura été instructif et qu'on vous retrouvera dans la vie guyancourtoise et notamment pour tout ce qui concerne la jeunesse. Bonne soirée à vous. Et j'appelle Daniel Amar. Alors, le premier point a un titre très long. Une fois que je l'aurai dit, tu n'auras plus grand-chose à dire, c'est ça? Convention avec le préfet des Yvelines relative aux modalités de fonctionnement de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité dans le cadre de la dématérialisation des procédures. C'est-à-dire que ce qu'on a voté tout à l'heure, il n'y a plus besoin de facteur. On envoie directement par Internet. Mais je te laisse préciser. Voilà, tout est dit ou presque dans le titre. Quand même, il faut rappeler que c'est à nouveau, puisque vous
mois de mai 2014, nous avions approuvé l'adhésion de la commune au groupement de commandes, pour la dématérialisation des procédures pour la période triennale 2015-2018. C'est le Centre interdépartemental de gestion de Grande Couronne, ensuite c'est le CIG, qui est le coordonnateur de cette télétransmission. Il y a donc eu un appel d'offres. L'appel d'offres qui a été lancé par le CIG, bien sûr, a été attribué à la CDC FAS, une société qui est basée à Paris, marché à bonne commande, conclu son minimum, son maximum, etc., à partir du 1er janvier 2015. Donc vous avez en annexe 5 cette convention, puisque c'est cette proposition de convention, puisque tant qu'elle n'est pas votée, ce n'est pas une convention, c'est un projet de convention qui vous présente tous la formule, tout ce qu'il faut pour... j'arrive pas à trouver le terme, relative aux modalités de fonctionnement, excusez-moi, de cette télétransmission. Ça concerne quelques services, l'administration générale, l'urbanisme, les ressources humaines, les marchés publics, les finances. Ça concerne pas mal de services. Voilà, excusez-moi. Merci. Et donc c'est l'annexe 5 pour ceux qui veulent passer la vue dessus. Vous avez des questions, des remarques? Oui, il y a plus passionnant, c'est vrai, mais tout compte. Donc on va passer au regalis de temps, en votant déjà, et puis de l'argent après en appliquant la règle. Donc qui est pour? Unanimité constatée. Je vous remercie. Point suivant. Alors là aussi, le titre à peu près de contenu. Avis sur le schéma de mutualisation de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-les-Vignes. Donc c'est un article du Code général des collectivités territoriales qui rend obligatoire dans chaque EPCI, dans chaque établissement public de coopération intercommunale, dans l'année qui suit le renouvellement des conseils municipaux, l'élaboration d'un rapport relatif aux mutualisations des services entre l'EPCI concerné et les communes qui en sont membres. Donc ce rapport doit contenir un projet, un avant-projet de schéma de mutualisation des services pendant toute la durée du mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2020 en l'occurrence. Vous avez ce pré-schéma de mutualisation en annexe 6, bon, sachant que, en effet, ce schéma parle de l'année 2014, de l'année 2015, va jusqu'en 2020, mais vous savez sans doute, et je l'espère, que les limites de l'intercommunalité vont évoluer et que je pense que ce pré-schéma va être amené à évoluer du fait de l'arrivée d'une nouvelle collectivité au sein de cette EPCI. C'est en même temps une réflexion du pré-schéma et en même temps on sait que ça va bouger, que ça va changer. C'est vraiment un pré-schéma de mutualisation. Merci. Alors peut-être une précision, ça a été discuté au Conseil des maires au niveau de l'intercommunalité. Les remarques principales, c'est vraiment ce que Daniel vient de dire à la fin, c'est-à-dire sur, oui, mais en même temps, on aura un nouveau périmètre demain. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce périmètre, ce n'est pas seulement nous qui le choisissons, même si on s'est exprimé dans ce conseil, c'est évidemment avec d'autres également, et que une fois qu'on aura la configuration, il faudra de toute façon reprendre, comme tu l'as dit, toutes les discussions, et certaines communes peuvent être des communes qui sont à un niveau d'intégration de service égal à 0. Donc nous, on est à 50%. Voilà. Et que sur les mutualisations, nous avons des pratiques qui sont maintenant anciennes dans certains domaines, et que pour certains, ça va être une vraie révolution. Alors nous, on a regardé ça plus sereinement. Néanmoins, à partir du travail qui est proposé là, vous avez tous l'annexe, moi je propose au conseil municipal qu'on donne un avis favorable avec une réserve, c'est-à-dire un avis favorable, sauf sur les points que je vais citer, je vais dire pourquoi. Le point sur ressources humaines, parce qu'on estime que les ressources humaines, ça dépend vraiment de la collectivité concernée, et que c'est difficile de mutualiser avec d'autres collectivités. C'est vraiment, on le disait tout à l'heure d'ailleurs de toute manière, c'est vraiment de la responsabilité du maire et de la direction générale. Ça c'est la raison pour laquelle, sans
sans détricoter le travail qui a été fait, qui est un travail en plus qui est fait par le Conseil des maires, hein, donc il y a zéro souci là-dessus. On s'est bien dit que chaque commune allait se prononcer et pourrait amender, modifier, etc. Donc moi je propose cette modification et je propose également qu'on vote en retirant le point, surtout que c'est 2019, vous voyez, on aura le temps d'en parler dans le nouveau cadre qu'on évoquait tout à l'heure. Je propose donc qu'on mette de côté également la direction des services des systèmes d'information. Parce que là, mutualiser les systèmes d'information, ça veut dire qu'on est dans un cadre où il faut quand même sur des sujets comme ça, que ça soit la vie qui soit en autonomie. Je vais essayer de vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Quand, par exemple, pour l'instruction des permis de construire, on sait que c'est le maire qui a la signature du permis. Et donc quand on dit l'instruction du permis, il va être fait par un service au niveau de l'agglomération. C'est très bien, ça veut dire qu'on a des spécialistes, au lieu d'en avoir 7 équipes dans 7 communes, on fait une équipe spécialiste au niveau de l'agglo, et une vraie mutualisation et une économie d'échelle. Mais dans ce cadre-là, c'est comme le maire qui, au bout du compte, signe le permis de construire sur la base des avis qui ont été donnés. Donc on a le bienfait de la mutualisation, mais on a quand même l'autonomie de la décision. Donc, pour l'informatique, moi je pense que ce n'est pas encore mieux. Il faudrait le travailler. Je ne suis pas opposé, enfin, ce n'est pas du dogmatisme, hein. Je ne suis pas contre la recherche, je l'ai dit tout à l'heure, mais même dans ce domaine-là, je ne suis pas forcément contre, et ça peut évoluer, mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est plus prudent de réserver cette ligne. Par contre, vous avez vu que dans l'ensemble des tableaux, année après année, comme le dit Daniel, on a déjà beaucoup de choses à travailler. Et comme ce que je viens de dire, ça correspondait à l'année 2018 pour les ressources humaines et à l'année 2019 pour l'informatisation, je crois qu'on ne prend aucun risque à dire on vote favorablement, constructif, bien constructif pour l'ensemble des points, mais on prend la précaution de dire non à ces 2 points, position qui pourrait évoluer dans le temps, comme je le disais, et qui n'altère rien et qui ne gêne personne. Voilà ce que je voulais vous proposer. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce dernier point? Monsieur Carrière? Oui. Bon, merci. J'ai quelques petites questions, si vous me le permettez. Vous venez d'évoquer que cette liste a été évoquée en Conseil des maires. J'aurais aimé savoir quels sont les critères qui vous permettent de décider en Conseil des maires. Y a-t-il des critères principaux? Y a-t-il des critères économiques? Parce que une liste comme ça, à l'après-vert, c'est bien, mais j'aurais aimé étayer. Et puis, ma dernière question est pourquoi vos réserves n'ont-elles pas été évoquées dans la commission qui préparait ce conseil municipal? Je peux commencer par la fin, ça ne vous gêne pas? Bon, je réponds tout de suite. Si, ces réserves ont été évoquées. Comment? C'est-à-dire? Ah, dans la commission aussi, d'accord. Oui, dans la commission qui prépare. Alors, parce qu'ils rendent un avis, d'accord. Alors, je vais revenir dans ce cas-là la question, et vous allez comprendre par le début de la question. Vous avez raison de dire que je peux vous donner un éclairage sur comment ça a été discuté en Conseil des maires. Je vais commencer par là. En Conseil des maires, on est tous d'accord pour dire qu'on va travailler avec 2 critères. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on a retenu comme idée principale? On a donc pris 2 critères. Le premier, c'est est-ce que ça permet de réaliser une économie d'échelle? La mutualisation sans économie d'échelle n'a aucun intérêt. Donc, première question, se mettre d'accord les uns et les autres pour savoir oui ou non y a-t-il une économie d'échelle. Et comme ça, d'ailleurs, on a supprimé des points et on a ajouté. Okay. Je pense que je réponds. Le deuxième critère, là c'est plus technique, c'est est-ce que c'est possible d'arriver en étant efficace à ce que ça soit au niveau de l'agglomération, que la mission soit remplie. Et là, c'est pareil, il y a eu des discussions, et ça a fait évoluer la liste. J'en profite pour dire d'ailleurs que la discussion a eu lieu à 2 niveaux. Le niveau Conseil des maires, des élus, mais en parallèle, les directions, c'est-à-dire que la direction générale de la CASPI et les directions générales des villes se sont aussi rencontrées et ont travaillé là-dessus. Ce qui fait que, par exemple, les 2 points sur lesquels je propose la prudence, c'est après les retours des réunions que j'ai pu avoir avec la direction générale, qui elle-même a été en échange avec ses collègues de l'Aglo et des 6 autres communes, que c'est seulement après, ça répond du coup aux dernières questions, c'est seulement après qu'on s'est dit là-dessus, il peut y avoir prudence. Et j'avais besoin d'une chose, c'est de vérifier si
ça posait un problème ou pas. En fait, ça n'en pose aucun. Pour la raison qu'a dit Daniel, c'est que de toute façon, là, on est en 2018 et 2019. À la limite, ça aurait été un problème et il aurait fallu peut-être qu'on procède autrement si ça avait été des mutualisations pour 2015 ou pour 2016. Parce que là, du coup, c'était problématique. Parce que les mutualisations pour 2015, ça va se travailler tout de suite. C'est déjà en cours. Voilà, donc, je crois que je vous ai répondu. Là, on est dans une élaboration, dans une construction. Il n'y avait pas volonté de dissimuler à la commission, et de toute façon, je rappelle, parce que là-dessus, il peut y avoir une ambiguïté. Donc je redis une dernière fois, je pourrais le redire encore, mais en tout cas, j'espère être compris cette fois-ci, la commission n'est pas un lieu de décision. C'est un lieu de décision, on va la prendre en conseil. On essaie d'éclairer au maximum, et on peut d'ailleurs, entre la commission et le conseil, faire évoluer, soit par les remarques dans la commission elle-même, soit par d'autres instances de travail, et là, en l'occurrence, j'ai cité le travail qui a été fait par les administratifs à une autre échelle qui est celle de l'intercommunalité et des communes. Voilà ce que je veux dire. Mais je redis bien, les commissions ne sont pas des lieux de... Il n'y a pas une volonté de s'excuser la commission du tout. Non, malgré tout, vous comprendrez que, et vous le savez pertinemment, une commission est là pour donner un avis. Je trouve qu'il est moyennement transparent, puisque cet avis-là, vous l'aviez avant, quand on n'avait pas eu connaissance de la commission. C'est aussi clair que ça comme question. Excusez-moi, je me suis mal fait comprendre. On ne l'avait pas avant. Je vous ai dit que ça a cheminé en parallèle. Et effectivement, il y a encore eu une réunion des DG la semaine dernière. Donc, moi, je veux bien... je pense qu'il faut arrêter avec ce fantasme qui serait que le maire a déjà tout décidé par avance et qu'après, le reste, c'est ignoble. Non, c'est pas du tout. Il y a des élaborations, il y a des constructions. En commission, vous avez eu le niveau d'information qui était sans doute exactement le mien au moment où la commission a eu lieu. Alors, je n'ai pas la date, ça veut dire 24 ans après, hein, c'était quand? Voilà, donc là, on est quel jour? Le 11 février, voilà, tout est dit. Et je prends, vous l'avez remarqué, le temps d'expliquer que, y compris en séance, vous avez le tableau tel qu'il a été élaboré avec chef de l'aglo, et qu'il revient quand même au conseil municipal de décider, et c'est quand même mon rôle de faire des propositions. Monsieur le chancelier. Oui, je voulais savoir sur les actions menées en 2014, donc l'année 2014 est terminée, où est-ce que c'est marqué dessus. Alors voilà, vous avez raison de le dire parce qu'il y a 2014 et qu'on est en 2015. Mais en proximité, vous avez culture, par exemple, la billetterie, tout le travail a déjà été fait tant sur le plan des orientations que sur le plan technique. Et je crois d'ailleurs que nous avons eu collectivement un prix, le prix I, je ne sais plus quoi d'ailleurs, e-service pour kiosque. Madame Trochu. Oui, j'ai une question d'ordre pratique. Quand on va être amené à voter sur ce point, est-ce qu'on vote selon ce qui nous a été proposé dans l'ordre du jour, ou est-ce que le vote implique les réserves que vous émettez, auquel cas ça transforme le libellé? Heureusement que notre vote peut transformer un tableau daté qui fait des propositions jusqu'à 2020. Et d'ailleurs, je vous rassure complètement, simplement pour montrer qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette gymnastique-là, c'est que dès 2019-2020, de toute façon, on ne sera plus dans le même périmètre, on va redélibérer. Donc, ne soyez pas inquiets comme ça, on est en train de... On convient là. C'est juste par souci de cohérence par rapport au vote qui est fait à la CACI par notre conseiller communautaire. Écoutez, moi, comme je l'ai vu à plusieurs reprises avoir sur le même sujet, un vote différent à la ville et à l'aglo, vous me faites très plaisir parce que ça veut dire qu'il est en train, et vous aussi, par l'évocation, je le dis dans vos yeux, vous êtes en train de vous intéresser aux soucis de cohérence qu'il peut y avoir dans les votes entre la ville et l'aglo, et moi, ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, et régulièrement, je propose que cet exercice mental qui consiste à être un peu en phase avec soi-même, comme vous direz, puisse se faire. Et parfois, ça demande de vraiment regarder les choses en face. Mais si vous voulez, je vous ferai la liste des écarts qu'il y a pu y avoir sur des sujets qui sont importants.
Stéphane? Donc moi aussi, mon vote est motivé par un souci de cohérence. Alors pas de cohérence entre le vote des représentants de la majorité municipale au conseil municipal et à l'agglo, puisqu'il y a une cohérence absolue à ce niveau-là, mais juste une cohérence avec ce qu'on a toujours fait dans la manière de penser et de vivre en intercommunalité. C'est-à-dire d'avoir à chaque fois une seule préoccupation, c'est qu'est-ce qui offre le meilleur service à la population? Est-ce que c'est la ville qui offre le meilleur service, ou est-ce qu'il faut le mutualiser et c'est l'agglomération? Et je pense que ce que propose M. le maire, c'est effectivement très pertinent. Là, on est sûr que ça va être plus efficace au niveau de l'agglomération. On a évoqué un exemple que je connais bien, celui des parents de délégation, celui qui permet de construire. Et effectivement, ça se passe très bien. La gestion par l'agglomération, et en plus, il y a un travail en bonne intelligence entre nos services et ceux de l'agglomération, donc autant mutualiser. Et que là, on n'est pas encore sûr, sachant plus qu'on a le temps devant nous, autant être prudent. Et effectivement, je pense comme tout le monde, si on a été élu en conseil municipal, c'est aussi pour qu'il y ait des débats et des décisions qui soient prises en fonction de ces débats, sinon ça ne servait à rien de faire de réunions, on avait des documents et on votait par internet. La dématérialisation des élus. Je suis assez contre, personnellement. Olivier. Donc je ne reviendrai pas sur Stéphane, effectivement, le sens d'aller dans la mutualisation vers l'agglomération, c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Par contre, est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça peut avoir, cette mutualisation, sur le budget de la commune? On a vu qu'il était déjà un petit peu tendu, et comment, dans les années à venir, même, je ne demande pas la réponse aujourd'hui, j'imagine bien qu'elle n'est pas préparée, mais ce qui serait intéressant, c'est de se dire, si on n'avait pas mutualisé, qu'est-ce que ça nous aurait coûté? Voilà, quand on a eu comme ça, en posant la question de la fin, qu'à un moment donné, une fois qu'on a mis les choses en place, on pourra le mesurer concrètement et l'évaluer. Par contre, dans les discussions qu'on a pu avoir au Conseil des maires, je vais vous prendre un exemple peut-être. Vous savez, quand il y a des intempéries et l'enneigement, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui est de la proximité que la ville sera le plus à même de faire en efficacité, et qu'est-ce qu'on a intérêt à confier à l'agglo, parce que sur certaines grandes voiries, à certaines échelles, on aura besoin d'un dispositif beaucoup plus complexe que celui que chaque commune a. Voilà, à chaque fois, on sera là-dedans. Alors, au moment où on le pense, on se dit qu'est-ce qui permettra de ne pas acheter 2 fois le matériel, mais en même temps, toujours pareil, l'économie, mais en même temps, d'être dans une efficacité, parce que l'efficacité, si on prend l'engagement, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement regarder l'aspect financier, on va regarder qu'on puisse assurer le service quand c'est nécessaire. Et dans le passé, l'agglo, il faut le reconnaître, a eu des périodes où elle n'était pas assez performante. Ça nous a obligés à réfléchir à cela. Et là, on a travaillé donc sur mutualisation, mais aussi sur complémentarité. Qu'est-ce que va faire l'agglo? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on sera au bout, et là on avance bien, vous avez vu, c'est en 2014. Ça veut dire que c'est déjà décidé. Mais quand ça sera vraiment mis en place, on pourra l'évaluer financièrement. D'autres remarques? Alors, oui, la salle. Bonsoir. Je me posais la question sur il y a des choses effectivement sur lesquelles qui m'interpellent. Par exemple, ce qu'on a en 2007, de la proximité et les associations de formation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement la ville ne sera plus maîtresse des formations qu'elle dispense au profit des associations? Auquel cas, moi, j'ai quelques craintes malgré tout, puisque ça reste pour nous une carte de vue en cours, effectivement, de former les responsables associatifs. Est-ce que ça veut dire effectivement qu'on délègue ça à l'agglo? Et auquel cas, est-ce qu'on restera maître des choix en la matière? Je pose la même question aussi dans le domaine culturel, parce que c'est des choses qui ne sont pas très claires pour moi, le réseau du spectacle vivant et artistique. Je me permets juste d'avoir une crainte, peut-être qu'elle n'est pas fondée, mais si la communauté d'agglo, pour des raisons d'arbitrage budgétaire, décide de revoir la politique culturelle à la baisse, ma crainte, elle est qu'effectivement, en ayant délégué certaines compétences à l'agglo, nous ne soyons plus maîtres de la politique culturelle sur la ville. Je veux quelques petites précisions là-dessus. Alors, ça c'est très très important, on aurait peut-être dû plus insister sur le sujet, c'est la différence entre les compétences. On ne touche pas aux compétences. Ce qui
qui est une compétence de la CA reste une compétence de la CA, ce qui est une compétence de Guyancourt restera une compétence de Guyancourt. Donc la différence entre compétences et mutualisation, qui sont des moyens techniques qu'on décide de mettre ensemble. Alors on va prendre la billetterie. La ferme de Béléba, c'est la ville, et ça reste la ville. Et alors on peut quand même, d'un point de vue technique, être dans un dispositif de billetterie qu'on n'aurait pas pu mettre en place tout seul, mais en le mettant en place tous ensemble, ça donne une amélioration. Donc ne pas confondre des compétences. Et ce document-là me remet, alors là je te rassure à 200%, c'est la première chose que j'ai vérifiée, ce document-là ne remet pas en cause l'autonomie de la commune par rapport à ses compétences. Quand on décide d'être sur la mutualisation, c'est d'un point de vue technique, comme je le disais tout à l'heure. J'espère avoir répondu. Et ce que j'ai dit avec l'exemple-là de la culture, ça serait valable pour tout. Hein, si à un moment donné, par exemple, dans un autre domaine, y compris technique, je parle des voiries, par exemple, on prend une autre décision, ça ne change pas la compétence. Ça, c'est très important. Par contre, par rapport à ce que disait Daniel Lamar tout à l'heure, quand on aura de l'élargissement du périmètre, je vous rappelle qu'il y a les compétences obligatoires et les compétences facultatives et qu'il y aura de nouveau discussion. Je ne sais pas dans quel cas, le périmètre n'est pas fixé, j'ai vu que le maire de Bonnières avait démissionné, j'ai vu qu'il y avait des schémas qui étaient impossibles, puisqu'il faut que tout soit avec une cohérence et donc, on s'est dit tout à l'heure, on ne peut pas décider nous-mêmes. Mais néanmoins, une fois que le périmètre sera arrêté, on aura ce débat-là. Et là, on sera sur le débat compétences. On peut passer au vote. Alors, bon, les cohérences personnelles que les travailleurs entre ce jour et le moment où c'est vu à la communauté d'agglomération, c'est certain, mais néanmoins on doit se prononcer aujourd'hui sur l'expression municipale à partir de ce projet, amendé tel que je l'ai dit. Hein, je vous propose de garder le vote favorable sur l'ensemble des points, sauf les deux que j'ai cités. Y a-t-il d'autres propositions? S'il n'y en a pas, je propose de passer au vote. Qui est pour? N'oubliez pas vos pouvoirs. Vous avez les pouvoirs aussi, donc unanimité. Je vous en remercie et forcément. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, vous avez regardé les autres, donc je pensais que vous avez. Non, d'accord, vous n'avez pas vu. Voilà, positif. Pardon? Vote positif, enfin avis positif et abstention. Pour l'autre vote. Il y en a un qui est conseiller communautaire, donc je vois le souci de cohérence niveau, mais vous êtes que conseiller municipal, au sens. Alors du coup, j'ai besoin de savoir simplement, c'est pour vérifier les futures cohérences, j'ai besoin de savoir le vote pour, il est de... Non, le vote. Le vote pour, il est pour moi, et le vote d'abstention, il est pour M. Skoura. D'accord, ok, j'ai compris. Alors, ça confirme, d'accord. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est bien une question de deux niveaux. Ah oui, et ça sera intéressant, je vais observer ça dans le temps, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de vérifier les cohérences, hein, qu'elles soient partielles ou générales. Donc on va poursuivre Madame Fauchu. Monsieur le maire, vous me permettez de répondre, parce que là, vous portez des accusations envers un absent. Ou en tout cas, vous semblez donner, vous donnez quand même de manière connotée un jugement sur une personne qui est absente, qui donc n'est pas en mesure de défendre la cohérence ou l'incohérence que je vous ai reproché. Donc, quand je vous dis que on est du coup gêné du fait que le libellé ait été modifié par vos soins sans même qu'on soit au courant en amont de cet avis que nous avons à donner, vous pouvez comprendre que du coup, il soit difficile en l'espace de quelques minutes de savoir exactement si nous devons maintenir un vote positif tel qu'il était prévu au départ, dans la mesure où, encore une fois, les réserves que vous mentionnez là, nous n'en avons pas été informés. Je ne sais pas si ça sera un compliment que je vais vous faire, mais en tout cas, vous essayez de le défendre. Il n'y a pas à se défendre là. On n'engage rien, puisque c'est 2019-2020. Ce que je voulais dire simplement, hein, c'est que s'il y a des choses à forger dans le temps en termes de cohérence, il y aura largement le temps, 2019-2020, pour les points. Donc pour le reste, en tout cas, on peut arriver en conseil d'aglo avec une position, et ça sera avec le résultat de ce vote, et puis après chacun s'exprimera. Ceux qui sont conseillers communautaires pourront s'exprimer dans ce cadre-là, même si les personnes sont voilà. On passe au point suivant. Alors là, on va faire un saut, parce que au niveau espace, vraiment, au niveau spatio-temporel.
passe de 2019-2020 à 2013. Bien, et puisqu'il s'agit de la présentation qu'on fait tous les ans du rapport d'activité de la communauté d'agglomération, décidément, on l'a fait ce soir, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, elle arrive, vous allez me dire, 2013, ça arrive très tardivement. C'est vrai que d'habitude, on fait cette présentation plutôt au conseil municipal de novembre-décembre en fin d'année, ce qui est déjà très tardif. Mais là, en raison des élections municipales, la réorganisation de la communauté d'agglo, il y a le retard de prix. Et c'est pourquoi ce rapport d'activité ne nous est parvenu qu'il y a quelques semaines et qu'il arrive seulement aujourd'hui en conseil municipal. Donc évidemment, je pense que vous l'avez tous lu, comme c'est 2013, voilà, c'est quand même, c'est toujours intéressant de voir ce qui a été projeté en 2013 et ce qui est réalisé aujourd'hui. Là aussi, on va reparler de cohérence. Donc, vous avez un plan jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2013. Cette présentation de rapport d'activité a toujours été faite sur le même schéma, ce qui fait que c'est quand même extrêmement pratique pour se repérer d'une année à l'autre. Ça fait des années que je vois comme ça, donc c'est toujours le même schéma avec une présentation générale, les dates des événements importants, on va dire, sur les 7 communes, le budget, très en raccourci, mais tous les documents concernant le budget, évidemment, on peut les avoir soit auprès de la communauté d'agglomération, soit ici. Un rappel d'émission avec, là aussi, et là, pour la salle, je suppose que tu l'as eu, le rapport d'activité, avec le rappel des compétences obligatoires et des fameuses compétences dites facultatives, qui ont quand même été décidées en début du temps par le conseil communautaire, donc qui sont devenues des compétences intercommunales. Et enfin, la présentation des services, chaque service présentant ses missions, la réalisation, les réalisations en cours, les projets pour l'année ou les années à venir, son propre budget et le nombre d'agents affectés à chaque service. Donc c'est extrêmement clair. Si vous avez des questions à poser, parce que je suppose que vous l'avez tous lu, en tout cas, sans rigoler, je vous conseille de lire parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant. Vraiment. Et je me permettrai d'ajouter de le lire et de le garder, comme ça vous pourrez faire le comparatif avec 2014. Mais je vous invite surtout à garder celui de 2013-2014 pour plus tard quand on fera le comparatif avec 2015. Parce que là on aura peut-être, par rapport aux inquiétudes de la salle tout à l'heure, des surprises observées. Ça, l'avenir le dira. En tout cas, c'est un outil qui permet les comparatifs et c'est dans cet esprit-là qu'il est bon de pouvoir l'avoir. Est-ce qu'il y a des questions néanmoins? On se réserve pour 2014 et 2015. Alors, on n'a pas besoin de voter, on doit prendre acte. Quelqu'un refuse-t-il de prendre acte? La formule est bizarre, mais c'est que ça. Personne qui vont prendre acte. Je vous en remercie. Point suivant. Alors, nous reparlons des relations avec la communauté d'agglomération, puisqu'il s'agit là d'une convention relative à l'occupation par les services de la ville des locaux qui sont situés place Belle-de-Bois. La maison quartier de Dormono, c'est un sigle un peu comme ça, générique, mais qui comporte quand même plusieurs services, puisqu'il y a la maison de quartier de Dormono avec la salle d'exposition de l'étage, du premier étage, qui sont gérés par la commune. Les autres équipements, la médiathèque, le bibliobus et la maison de la poésie, étant gérés directement par la communauté d'agglomération. Donc, cette convention, qui est la même, c'est un renouvellement de convention, conclue pour 10 ans, rappelle les conditions de mise à disposition par la CASCI à la commune de Guyancourt des locaux de cette maison de quartier Théodore Monod et de cette salle d'exposition. Autorisation de l'occupation à titre gratuit. Par contre, ce qui est normal, la commune s'acquitte de tout l'ensemble des charges, on appelle les fluides, le gaz, l'électricité, etc., la maintenance, les différentes maintenances, au prorata de la surface, c'est-à-dire pour 40% de la surface totale. Donc vous avez cette convention, elle est en annexe 8, il n'y a aucun changement par rapport à la convention précédente. Merci. Des questions? Je la trouve très rassurante cette convention parce que ça veut dire que si c'est pour 10 ans, on peut espérer que les équipements communautaires, culturels sont préservés. Non, on ne devrait pas dire ça parce qu'une convention peut être remise en cause unilatéralement. On a déjà vu ça depuis l'été dernier. Je prends un exemple si vous voulez pour
la convention avec l'ONAS, unilatéralement, sans discussion. C'est le contraire de ce que d'ailleurs Stéphane appelait le travail où systématiquement on est à chercher le service à rendre. Bien, enfin, on va revenir sur le sujet. Y a-t-il des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au voix. Qui est pour? Je vous remercie. Point suivant. On change de secteur parce que là on est dans le domaine des marchés publics, de l'achat public. Il s'agit d'une remise de pénalité avec une société qui s'appelle la société ELP qui est titulaire du marché de construction des tribunes du gymnase Maurice le gymnase Maurice Baquet. Cette société est titulaire donc, de la construction de la tribune et des vestiaires Maurice Baquet. L'exécution de ce marché a présenté quelques difficultés d'exécution, je crois que c'est le moins que l'on puisse dire, et donc conformément au cahier des charges du marché, des pénalités ont été appliquées pour la société, et en question de la société, pénalité d'une part de retard dans la transmission des plans d'exécution, qui au départ s'élevait à 20 000 €, à 70 500 €, excusez-moi, j'arrive déjà à la conclusion, et des pénalités de retard dans le délai d'exécution pour un montant de 18 000 €. Donc, comme d'habitude dans ce genre de situation, il y a une négociation entre les services de la ville et la société en question pour régler les différents litiges. Et un accord est parvenu qui approuve des pénalités avec une diminution dans la pénalité concernant le retard dans la transmission des plans d'exécution qui passe de 70 500 à 20 000 €. Donc, par contre, l'autre pénalité dans le délai d'exécution reste fixée à 18 000 €. Ce qui veut dire, ce qui fait un total de pénalité fixé à 38 000 €. Voilà ce qui vous est proposé. Des questions? C'est toujours un peu embêtant suite à une négociation d'avoir l'impression quand même que la ville se perd un peu d'argent parce que le montant, alors je ne connais pas l'objet de la négociation, ni l'entreprise, ni les conditions, mais c'est vrai que c'est présenté comme ça, c'est toujours un peu embêtant. On se dit, on va voter quelque chose, alors qu'on aurait pu avoir, non pas gagner de l'argent, parce qu'il ne s'agit pas de gagner de l'argent sur le dos d'entreprise, mais essayer peut-être de s'en sortir un peu mieux. Bien sûr. Alors, quand il y a une négociation comme ça, ce qui est un petit peu difficile, c'est vrai, c'est qu'on ne peut pas rappeler en conseil tous les stades de la négociation, y compris à un moment donné, c'est presque un rapport de force. On va peut-être pas le faire, enfin, sauf si quelqu'un le veut dans le détail. En gros, ce qui est intéressant dans ce que dit Gilles, c'est que si on regarde que la fin, on peut avoir l'impression que du coup, la ville y perd. Donc, en fait, dans la négociation, il y avait eu à un moment donné, volontairement, pour être pris en compte par la société, on a bloqué un certain nombre de factures, y compris au-delà de ce qui était dans les pénalités, simplement pour obliger ce qui est discussion. Et après, il y a autre chose à prendre en compte, c'est toujours, si on va à un contentieux en justice, c'est d'arriver à voir entre le coût du contentieux et ce qu'on peut obtenir par une négociation, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et là, c'est presque un travail de spécialiste. Il faut se dire que la négociation peut parfois permettre d'être dans une économie plus forte que si on avait été en contentieux. Ça, c'est toujours quand même délicat à résumer en conseil municipal. Mais c'est ce qui explique ce sentiment qu'on peut avoir, que j'ai aussi, à chaque fois qu'on lit une note de présentation. Mais je te rassure sur le fait qu'on a vraiment toutes les étapes, Daniel les a, et c'est important de les avoir. Voilà ce que je peux dire. Si ça avait été impossible de trouver un accord défavorable à la ville, à ce moment-là, on aurait choisi le contentieux. On l'a déjà fait. Et là-dessus, la ville, vous le savez, elle est mariée avec aucune entreprise, et la seule chose qu'on regarde, c'est l'intérêt du budget de la ville, et pas celle de l'entreprise qui, en plus, en l'occurrence, a fauté, puisqu'elle n'avait pas respecté elle n'a pas respecté les conditions du marché, c'est de la peine. Il y a un petit complément de la Vraiment, pour information, je me suis amusé quand même à calculer, le montant de ces pénalités représente 2,11% du montant du marché. Pour vous donner l'ampleur, n'est-ce pas, Alors,
J'ai dit ce qu'on pourrait faire dans les stades de présentation, c'est à chaque fois rappeler le pourcentage de ce qui est en cause dans l'ensemble du marché. Parce que c'est vrai que quand on dit 2%, ça n'empêche pas qu'il faut regarder ça avec attention, même si c'est 1%, moins de 10%, on le fait avec attention, mais c'est pas mal de le préciser dans les notes de présentation. Merci. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Je vous remercie. Point suivant. Alors là, on a maintenant le point, merci Daniel, le point en développement durable. Et c'est un rapport. Je lis le titre seulement, pendant que tu prends le temps, Raphaël, de t'installer. Rapport 2013 sur le prix et la qualité de service en matière d'eau potable et d'assainissement. C'est passé au bureau, c'est passé à la commission communale des services publics locaux, à la commission urbanisme de grand projet de développement durable, également du 2 février. Donc effectivement, là, on revient en 2013, ce rapport, qui est un rapport donc, qui est publié en fait dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui notamment définit des réformes dans la gestion des services municipaux de l'eau et de l'assainissement. Et en particulier, donc, cette loi organise la présentation au conseil municipal d'un rapport qui concerne ces deux services publics, que sont la distribution de l'eau potable et l'assainissement. Donc le rapport est effectivement défini également dans son contenu dans cette loi. Et le rapport qu'on va parler ce soir, en fait, reprend l'ensemble de ces thèmes. Donc pour bien situer en fait la partie distribution d'eau et assainissement au sein de notre commune, ce sont deux services publics en fait qui sont délégués à la communauté d'agglomération. Et ça explique en partie également la présentation en fait, de ce rapport 2013 à ce moment-là de l'année 2015, puisqu'en fait il s'agit de rapports qui ont été rédigés par les services de l'agglomération sur la base de rapports eux-mêmes publiés par les services de la délégation en fait, des données. Et donc qui ont été présentés en commission consultative des services publics locaux de la communauté d'agglomération le 19 novembre 2014, puis en conseil communautaire le 18 décembre 2014. Donc là on est dans la logique de la suite en fait, de présentation de ces rapports dans les différentes instances. Donc pour le service d'assainissement, la communauté d'agglomération a délégué la gestion à la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud qui est nommée ACBESC. Et pour le service de l'eau, la communauté d'agglomération représente la vie nouvelle au sein des différents syndicats intercommunaux et délègue en fait la partie en fait, distribution de l'eau à la CMG CBESC qui elle-même redélègue la partie distribution à la CBESC. Voilà. C'est des montages un peu complexes et qui sont donc exposés également dans le rapport et qui reprennent en fait l'organisation de la distribution et de l'assainissement. Donc je ne sais pas si on va un petit peu dans le détail de ce rapport, mais je prends la question si les élus ont eu l'occasion de parcourir Est-ce que vous souhaitez poser des questions sur tel ou tel aspect du rapport, et Raphaël sera à votre disposition. Ce qui était bien, c'était la synthèse et l'esprit. Maintenant, il peut y avoir des questions. S'il n'y en a pas, je rappelle que le but n'est pas de voter là plus favorable ou défavorable, mais de prendre acte. C'est le sens de la présentation que vous avez rappelée ce soir. S'il n'y a pas de questions, vous pourrez le relire dans le détail on le verra de toute façon chaque année. Donc je vous demande de prendre acte. Qui prend acte? Unanimité. Merci. Merci. Alors, il y avait la question, les questions orales. Je ne sais pas si vous avez la question ou les questions, parce qu'à travers une question orale, finalement, c'est 5 questions qui ont été posées. Donc, ce que je vous propose, c'est de rappeler que pour mémoire, normalement tout le monde connaît le règlement intérieur, néanmoins, pour mon ordre du mandat, pour mémoire, je voudrais redire que le règlement intérieur précise que les questions orales portent sur des questions d'intérêt général, qu'il y sera répondu en séance, ce que je ferai bien volontiers, et qu'elle ne donne pas lieu à débat, puisque c'est la règle même des questions orales. Donc si un élu de l'opposition veut bien lire les questions qui me sont parvenues, et je vous remercie de leur fait parvenir par écrit, que j'ai pu préparer la réponse, c'est d'ailleurs ce qui est précisé dans le règlement intérieur. Mais si un élu de l'opposition veut bien lire les questions, j'y répondrai après la présentation. À la prochaine.
questions étaient les suivantes. Dans le cadre de la grève des ATSEM qui a débuté le 26 janvier 2015, nous avons entendu les ATSEM et leurs représentants et donc nous souhaitons connaître la position de la mairie de manière à travailler sur ce dossier en toute objectivité. Donc première question, pourriez-vous nous éclairer sur les raisons pour lesquelles 5 jours de congé ont été supprimés? Deuxième question, les modalités de cette suppression. Troisième question, la manière dont les ATSEM ont été informés de cette modification avant la signature du contrat ou de l'avenant éventuel qui l'accompagnait, si telle était la procédure. Quatrième question, le lien éventuel, je dis bien éventuel, entre la dite modification et l'application de la réforme des rythmes scolaires dans la commune. Et cinquième question, qui évidemment ayant évolué, j'imagine, puisque la situation a changé, les décisions que vous comptez prendre face aux revendications initiales des ATSEM. Bien, je vais prendre le temps de répondre. Je vais même peut-être un peu plus loin que la réponse à chacune des questions, parce que j'aurais envie de le faire, de m'exprimer sur ce sujet. Peut-être tout d'abord sur la dernière question, oui, ça a évolué, c'est-à-dire que, désolé de vous le dire comme ça, mais vous êtes totalement en décalage par rapport à la réalité, puisque il n'y a pas de question comment comptez-vous vous répondre, etc. Tout cela est déjà fait, ça a été fait directement avec les intéressés, dans le cadre de la ville, et dans un cadre que je précisais tout à l'heure. Pour moi, c'est une question qui est derrière. Par contre, l'attention portée aux ATSEM, ce n'est pas derrière, c'est aujourd'hui et ça sera demain. Alors, je vais commencer par la vraie. Les ATSEM. Les ATSEM, c'est un vrai métier, c'est une profession qui a ses spécificités. C'est une profession que je connais bien, puisque, ayant été de très nombreuses années enseignant, notamment en maternelle et y compris à Guyancourt, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre elles que j'ai plaisir à nommer mes collègues. Mes collègues, puisque quand on travaille dans une école, on peut avoir des professions différentes, des métiers différents et des spécificités. Et c'est exactement comme cela que j'ai toujours considéré cette profession. Et c'est tellement vrai que sur leur spécificité, la première chose que j'aurais envie de vous dire, je vais prendre le temps de le faire parce que quand on parle de personnel, quand on parle d'agent, quand on parle d'un métier, il faut le faire vraiment. Le reste a peu d'intérêt. Et donc je vais le faire à fond. La première remarque que je voudrais faire, la première des spécificités qui me semble vraiment importante à noter, c'est que vous avez un métier qui est à la fois en présence des jeunes enfants, sous la responsabilité de la ville, puisque ce sont des agents communaux, et en même temps, dans un travail avec les enseignants, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas simple. C'est-à-dire le cadre de leur travail, c'est donc une profession avec un statut, avec des personnels qui à la fois sont en relation au quotidien auprès des jeunes enfants, avec tout ce que ça signifie d'ailleurs, de responsabilité, de coéducation. Mais également, elles sont des agents municipaux travaillant avec des enseignants. Je tiens à le dire parce que dans les échanges que j'ai pu avoir encore récemment, et les échanges continueront, c'est un aspect sur lequel on peut se comprendre parce qu'on sait que ce sont des repères importants et que là-dessus, il ne faut pas jouer, il faut au contraire réfléchir. Donc les raisons pour lesquelles 5 jours de congé ont été supprimés, et vous faites le lien avec la réforme des rythmes, donc je vais déjà vous dire une chose, c'est que pour cette profession, mais aussi pour d'autres, de la ville, il faut penser le temps de travail de manière globale, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des lois sur le temps de travail. Il y a des lois sur le temps de travail, il y a même l'annualisation du temps de travail. Ce que je veux dire, c'est que, et ça a été peut-être une difficulté à surmonter dans nos échanges avec le personnel, c'est qu'on ne peut pas raisonner seulement en termes de suppression de jours qui préexistaient, il faut regarder aussi globalement sur le temps de travail que ça donne. Et vous savez, dans l'histoire récente, le temps de travail de ces personnels a dû évoluer à plusieurs reprises. Une première fois, quand on n'a pas eu le temps vraiment de s'y préparer, il y a eu la suppression du samedi matin, puis après la suppression du samedi matin, non pas le rétablissement du samedi matin, mais le nouveau cadre de la semaine horaire. Et d'ailleurs, c'est le seul point qui peut lier la question du temps de travail des ATSEM à la réforme des rythmes scolaires. Je veux dire par là que vous vous trompez totalement si vous imaginez, pensez relier la question des ATSEM à une question dans laquelle vous vous exprimez de manière assez politicienne régulièrement, qui est celle de votre opposition à une réforme nationale sur les rythmes de l'enfant.
Vous vous trompez parce que le sujet n'est pas là. Quand j'ai échangé avec les ATSEM, à aucun moment donné on est allé sur ce terrain-là. Par contre, avec l'attention que je leur dois, mais avec l'écoute qu'elles peuvent avoir, nous sommes plutôt allés sur des échanges réels sur, finalement, le temps global dont je parlais. Qu'est-ce que ça peut donner quand il y a des changements successifs? Et qu'il y a des jours qui étaient à un titre, et qu'aujourd'hui, dans le cadre général, on se rend compte que, évidemment, on a à ce moment-là à regarder ça sur le plan annuel. Pour mémoire, l'ensemble des agents municipaux de Guyancourt effectuent 1526 heures de travail par an. Et ce que les 13 ATSEM qui avaient donc fait un préavis avaient demandé, c'était de bénéficier au-delà, en plus, c'est là où je dis il y a le cadre global, mais il y avait une demande en plus, qui était liée à l'histoire, de 5 jours non travaillés en plus. Or, cela revient à un temps de travail, si on avait réglé comme ça, un temps de travail annuel de 1491 heures. En moyenne, ça fait 32 heures par semaine, et c'était ce qui posait problème au regard de la loi, et qui en plus constituait une inéquité manifeste par rapport à leurs nombreux collègues qui font d'autres métiers avec d'autres pénibilités. Et donc, la question, ça a été, pour moi, je vous le dis très franchement, comment prendre en compte le fait que par l'histoire, il y avait la possibilité d'un sentiment de perte, et qu'en même temps, je le dis, il y avait des spécificités à prendre en compte. C'est la raison pour laquelle, j'en profite pour vous le dire, puisque vous me posez la question, qui n'est pas sans sous-entendu, des modalités de cette suppression, de la manière dont les ATSEM ont été informés de cette modification avant signature du contrat ou de l'avenant, fonction territoriale, contrat ou avenant, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Je pense que là, vous avez été mal... je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est pas ça. En tout cas, je réponds quand même sur cette question-là. Bien sûr, la direction de la ville avait échangé et transmis des informations. Il y a eu en avril une réunion, avril 2014, une réunion avec l'ensemble des ATSEM. Le 29 avril et le 12 juin, un groupe de travail avec les syndicats, les représentants du personnel, les différents représentants du personnel. Le CTP s'est réuni le 17 juin, après ces réunions que je viens de citer, et s'est prononcé sur le temps de travail. Et c'est vers la fin de l'année, à partir de ce que j'expliquais avant, qu'un certain nombre d'ATSEM se sont exprimés, comme je le disais tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une réunion que j'ai souhaitée, une réunion le 8 janvier, une réunion avec les ATSEM, durant laquelle il leur a été proposé la création d'un groupe de travail. Le 8 janvier 2015, on propose un groupe de travail. Et c'est seulement après, malgré cette proposition, qu'un préavis a été déposé. Là, c'est un peu dans une démarche un peu avec la charge avant les bœufs, c'est-à-dire qu'en général, on a l'échange, et si on constate un désaccord, ça peut passer par un mouvement. Là, il faut dire que je tiens à souligner le préavis. Je peux comprendre, on en a parlé d'ailleurs avec les ATSEM, mais le préavis, il a bien été déposé avant le groupe de travail. Voilà. Après, l'annonce du groupe de travail. Et puis, le 26 janvier, elles ont été reçues avec leurs représentants syndicaux. Sur l'information, je dois aussi préciser, parce que je vais aller jusqu'au bout des précisions, que de très nombreux courriers ont été adressés, le 3 novembre 2014, le 30 décembre 2014, et le plus récent, mais là c'était pour confirmer ce que nous étions dit avec les ATSEM, pour confirmer les décisions. Alors vous me demandez donc quelles décisions je compte prendre face aux revendications des ATSEM. Les décisions sont déjà prises, dès lors qu'on souhaitait dans la reconnaissance des spécificités sur un travail sur leurs spécificités, le groupe de travail qui s'est déjà réuni, sur lequel on a eu des échanges sur le premier point qui était le temps de travail, et qui a été réglé, continuera sur les autres aspects du travail professionnel. Et j'indique tout de suite, et je tiens à dire en séance publique, parce que j'ai lu, y compris dans la presse, des choses qui sont fausses et totalement fausses. Quand on dit que ça doit être un groupe de travail avec les enseignants, il n'y a aucune raison que les enseignants soient dans des questions à régler qui sont de l'ordre du statut de l'ATSEM. Donc, je tiens à préciser que j'ai dit non, ça ne sera pas avec les enseignants, mais les ATSEM avec moi ont dit non, ça ne sera pas avec les enseignants. C'est un groupe de travail professionnel. Par contre, évidemment, les représentants syndicaux peuvent être dans le groupe de travail. Et là, je tiens aussi à faire une précision. Je le dis devant des ATSEM présents, qui y compris étaient dans ce mouvement. Je tiens à faire une précision. Au départ, j'avais indiqué ce groupe de travail-là, et c'est le syndicat qui a fait des communiqués de presse qui
qui avait dit nous on souhaite que ça soit avec des enseignants, s'il n'y a pas des enseignants, on ne participera pas au groupe de travail. Donc quand j'entends maintenant dire qu'ils ont été refusés d'un groupe de travail, eh bien c'est tellement faux qu'il y a une réunion encore demain. Les représentants des syndicats sont évidemment invités, et s'ils disent qu'ils peuvent pas y être, c'est parce qu'ils veulent pas y être, parce qu'ils sont invités. Je tiens à dire aussi que quand j'ai installé le comité technique, les premiers mots que j'ai eus, c'est à tout moment, vous pouvez me demander un rendez-vous. À ce jour, contrairement à ce que j'ai dit dans la presse, de la part de ce même syndicat, je n'ai pas reçu de demande de rendez-vous. Mais je le dis, je resterai disponible, je le dis publiquement, parce qu'il me semble que le dialogue social, ça passe par des échanges entre employeurs et employés. Par contre, je tiens à dire, et ça je suis sûr de pouvoir vous le dire publiquement et en ces termes. Dans les échanges que j'ai pu avoir avec les professionnels que je citais, elles étaient nombreuses, elles ont exprimé le fait qu'à aucun moment donné, elles voulaient de récupération politicienne. Et qu'à chaque fois qu'elles envoyaient une, ce n'était pas leur objectif, ce n'était pas pour ça qu'on était dans l'échange. Et quand on a résolu le problème, c'était pour trouver la solution, la prise en compte financière, eh bien, elles nous l'ont confié. Et donc la prise en compte financière qui ne peut pas se faire en jour, mais qui se fait de manière financière, c'est le fait qu'elles ont une prime annuelle, c'est ce que j'appelle une prise en compte financière, puisque ça peut être en jour, une prime annuelle de 300 € et qui est déjà appliquée, c'est-à-dire qui est déjà dans les tuyaux de l'administration. Je confirme que j'accepte. Donc j'ai été plus loin que la réponse à vos questions, parce que c'est pour moi l'occasion, en conclusion, de dire que le personnel, de par son professionnalisme, de par le service public de qualité qu'il fait, mérite beaucoup mieux que d'être à un moment donné balloté dans des questions politiciennes. J'ai à votre disposition, ceux qui le veulent, les articles de journaux que j'ai pu lire là-dessus. C'est tellement gros comme une ficelle que je vous dis tranquillement que c'est facile de montrer que entre l'intérêt du personnel et ce qui s'est passé là, y compris votre question, on voit bien qu'on est dans des champs différents. Et donc je resterai dans le seul champ qui m'intéresse, l'attention portée au service public et au personnel, puisque ça avance. Je vous remercie. Donc on n'ouvre pas le débat, bien entendu. Il y avait une déclaration de fin de séance sur un sujet en dehors de l'ordre du jour. Une retour avait demandé sur les CDD, c'est le contrat de développement territorial, et tu vas par la même lors de notre séance. Oui, donc une déclaration du groupe Lyon pour tous sur le contrat de développement territorial. Donc notre ville a devant elle des enjeux majeurs qui sont liés à l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, dont elle est partie prenante depuis des années. L'OIN doit en effet structurer des projets territoriaux importants en matière de développement économique, universitaire et de transport. Elle dispose, grâce aux territoires qui la composent, d'atouts majeurs et diversifiés. En les mettant en synergie, nous pouvons en faire une force au service de nos collectivités et de leurs habitants. Pour mener à bien ces projets, la ville a travaillé en étroit partenariat avec l'État et la CASPI pour élaborer un contrat de développement territorial qui concerne les territoires de Saint-Quentin, en Yvelines, bien sûr, Versailles, Grand Parc et Vélizy, Villacoublay. Ce contrat comprend de nombreux projets essentiels pour Guyancourt. La réalisation d'échangeurs des Garennes, qui permettra de fluidifier la circulation sur la route nationale 12 et le rond-point des Sangliers. Ça fait longtemps qu'on en parle. L'aménagement du carrefour de la Minière, qui est attendu depuis longtemps. L'arrivée à horizon plus lointaine de la ligne 18 du métro du Grand Paris sur le site de l'ancienne entreprise Thales. Son implantation s'accompagnera de la réalisation des connexions avec les réseaux de transport existants, style TCSP et les RER notamment. Ou encore la réalisation de la partie manquante du TCSP Massy 50 ans en Yvelines au niveau de Châteaufort de Nivelles. Comme tout projet d'envergure, ce CDT est soumis en enquête publique avant approbation définitive. Celle-ci se déroule depuis déjà quelques jours, du 29 janvier au 27 février prochain, dans les communes concernées. À Guyancourt, 3 permanences sont organisées, ou ont été organisées en mairie, puisque la première a eu lieu le 6 février, de 14h à 17h, et la prochaine est le 19 février, 17h à 20h, et le 27 février, de 14h à 17h. Les élus du groupe Guyancourt pour tous invitent l'ensemble des habitants à venir consulter ces documents, ce document d'importance, et à donner son avis.
Les observations qui seront faites par chacun et chacune des lieux courtois seront précieuses et contribueront à enrichir ce CDT et à fortifier les projets d'aménagement qui contiennent. Voilà. Merci. Donc, comme c'est une déclaration, on sera compte rendu, on va parvenir. Le conseil est terminé, donc bonne soirée.